Nous sommes le 29 septembre 2020 et vous êtes le pilote en place gauche d'un KC-130J des Marines et vous êtes dans une mission d'entraînement afin de permettre à des F-35B de faire du ravitaillement en vol sur votre aéronef. Alors que le leader Bolt 94 est en train de ravitailler, son équipier Bolt 93 vient vous percuter la partie droite de l'aéronef alors que vous remettez progressivement les ailes à plat en sortant d'un virage. Vous vous retrouvez immédiatement avec les deux moteurs droits détruits, des fuites de pétrole, un incendie du côté de la droite, une dépressurisation explosive dans la cabine et forcément ce n'est pas une situation d'avenir. Grâce à votre entraînement, vous arrivez à piloter l'avion, à vous rapprocher d'un terrain, vous alignez pour ce terrain, vous sortez le train d'atterrissage, vous avez déjà les volets à 50%, vous sortez les volets 100% et à ce moment-là, votre avion décélère et alors que vous aviez le moteur 1, le plus à gauche, à 70% et le moteur 2, celui à gauche, côté fuselage, à 100%, eh bien vous n'arrivez plus à maintenir la vitesse et votre avion commence souplement à partir vers la droite et à s'enfoncer. Qu'est-ce que vous faites ? Et du 6 au 9 mai prochain, dans le sud-ouest, à Osgore, nous vous invitons à nous rejoindre pour un séminaire qui va vous permettre de travailler autour de 3 points, Mind, Body, Emotion. Je vous rassure, c'est en français. C'est peut, dans certains cas, être pris en charge pour votre entreprise. N'hésitez pas à contacter Laurence @mac3.org. Allez, à très vite et fly safe. Alors dans cette vidéo, vous l'aurez bien compris, nous allons nous mettre à la place de l'équipage de Raider 50, Raider 50, un KC-135J et nous allons voir exactement ce qui s'est passé en 2020 au-dessus des États-Unis qui a amené à la perte d'un F-35B des Marines et à la destruction totale après atterrissage de ce KC-130J. Donc pour commencer, nous allons expliquer un petit peu ce qu'est un KC-130J, parler rapidement du F-35B, parler également de la base de Miramar, d'où provenait cet avion de ravitaillement américain, et également de la piste qu'il visait, le terrain Jacqueline Cochrane. Tout ça avant, comme vous le savez, de rentrer dans le détail des faits et essayer de comprendre ce qui a amené ce F-35 à percuter le C-130, et ensuite comprendre eh bien, pourquoi ce C-130 ne s'est pas écrasé, pourquoi est-ce qu'il a survécu, grâce à quelles actions qui ont valu aux deux pilotes la DFC, Distinguished Flying Cross, eh bien, ils ont réussi à poser cet avion en urgence, en toute sécurité, dans un champ de chou-fleur. Alors le KC-130J, ça vient à la base du C-130. Le C-130, ça des années 50, 54, 56. Le KC-130, c'est venu quelques années après, premier vol en 59, avec une mise en service en 1962. Le K, c'est pour tanker, ravitaillement. Donc c'est un avion qui pouvait à la fois faire du ravitaillement et faire du transport. Ça fait à peu près 36 tonnes à vide, 71 tonnes en masse max, 4 moteurs de 4600 chevaux. Et son objectif, c'était de remplacer le KC-97 Stratofighter. Pourquoi? Eh bien parce que l'armée de l'air américaine avait besoin de garder ces KC-135, que l'on a acheté d'ailleurs en France, pour tout ce qui est bombardement stratégique et vecteur nucléaire. Donc ils avaient besoin d'un autre tanker, plus pour de la tactique, mais rapidement ils ont mis de côté ce projet qui a été récupéré par les Marines et la Navy, et une chose une autre, eh bien à l'heure actuelle vous avez le VMGR 352, qui est une unité du corps des Marines créée en 1943, qui est sur KC-130J depuis maintenant des années. Vous avez d'autres unités des Marines également sur cet avion-là. Le KC-130J, ça a été produit à partir de 2004 par Lockheed Martin. Vous en avez 79 qui ont été commandés pour les Marines, une cinquantaine ont déjà été livrés, et vous avez même une version spéciale, la Harvest Hawk, qui est d'ailleurs employée par cette unité de Marines, qui a été utilisée pour la première fois au feu en 2010, qui a tiré des Hellfire, et bien qui est là pour faire de l'antiterrorisme. Il y en a une dizaine à peu près qui ont été fabriqués. Et là, sur cette version-là, vous avez un avion beaucoup plus moderne en termes d'habitacle. Vous avez 32 tonnes à vide, 79 tonnes en masse max, c'est à peu près la même puissance moteur. Ce jour-là, ce KC-130J, il venait directement de Miramar, que vous connaissez bien si vous avez vu Top Gun 1, qui était Fighter Town. Top Gun a d'ailleurs déménagé en 96,
Miramar, qui a été créé en 1917 comme un terrain d'aviation, qui a ensuite été fermé entre 1920 et 1929, durée pendant laquelle un certain Charles Lindbergh eh bien, a utilisé ce terrain abandonné avec son Spirit of Saint-Louis pour le prendre en main, pour s'y habituer, parce que le Spirit of Saint-Louis a été fabriqué eh bien, du côté de San Diego. Miramar, qui vient de l'espagnol, qui veut dire la vue sur la mer, eh bien, il y a deux pistes. Vous avez 3659 mètres ou 2438 mètres. À l'heure actuelle, c'est une base des Marines avec F-18, F-35, KC-130, CH-53, MV-22 et également des petits T-34 Turbomentor que j'ai eu la chance de piloter à Pensacola. Il est à noter que l'unité dont il est question, la VMGR 352, eh bien c'est l'unité qui a perdu un C-130 au Pakistan en 2002. C-130 qui avait 7 personnes à bord, dont une femme, qui est la première perte militaire féminine de la guerre contre la terreur, comme l'ont appelé les Américains à partir de 2001. L'autre protagoniste de cette vidéo, c'est un F-35B Lightning II que vous connaissez bien maintenant, premier vol en 2008, opérationnel depuis 2016, B pour Boat, décollage et atterrissage vertical possible pour aller sur des porte-aéronefs, qu'ils soient britanniques ou américains, 14 tonnes 6 à vide, 25 tonnes 6 à la masse maximum, un seul moteur très puissant. Pas de head-up display, pas de visualisation tête haute, tout est dans le casque du pilote, mais vous allez voir qu'il a quand même besoin de partir en vol avec des petites informations écrites sur ses jambes, sur des petits calepins, et vous allez voir, ça va avoir un impact direct sur le vol de fin septembre. Lui, son unité, c'est la VFA 121, Green Knight, les chevaliers verts. Ils sont basés au Japon. Comme vous le savez, les Américains ont des bases un peu partout, notamment au Japon. Et cette unité a été créée en 1941. Elle a volé sur F4, elle a volé sur F8, sur F18 et maintenant elle est sur F35. Le cadre de ce vol, Bolt 93 et 94, Bolt 93 et 94, c'était dans le cadre de une instruction pour une promotion de Weapon and Tactics Course qui se faisait à Yuma, en Arizona, qui est une base des Marines. Et c'est grosso modo une sorte de petit Top Gun, si on peut dire, là où vont les pilotes avec pas mal d'entraînement et pas mal d'expérience tactique pour pouvoir passer à la qualification supérieure et être un petit peu l'équivalent, comme on dirait dans la marine française, des chefs de patrouille. Le dernier petit terrain qui nous reste à voir, c'est Jacqueline Cochrane. Alors, qui c'est cette fameuse Jacqueline? C'est très important de la connaître, c'est une grande héroïne, une grande pionnière de l'aviation tout court, mais surtout en Amérique du Nord également. Elle est née à Pensacola, sous un nom différent, elle a été abandonnée à la naissance en 1906 et elle est décédée à 74 ans après avoir eu une carrière absolument extraordinaire. Elle a commencé l'aviation à 25 ans et le jour de son premier vol solo, son moteur est tombé en panne, donc elle a eu droit à la gestion de panne en direct, toute seule aux commandes pour son premier vol tout seul à bord. Derrière, pendant la Seconde Guerre mondiale, celle qui a été une des premières à créer le WASP, le Women Air Force Service Pilots, qui étaient des femmes qui faisaient des vols d'essai sur les avions, faisaient des vols de maintenance, mais également faisaient le convoyage des avions. Ils n'avaient pas le droit d'aller au combat, mais ils ont été extrêmement utiles. Cette unité, ces femmes, elles ont été très utiles pour déployer les avions, amener les avions entre les endroits où ils étaient fabriqués et les zones où on pouvait derrière les emmener au combat, donc traverser les États-Unis, traverser l'Atlantique, traverser le Pacifique parfois. Elle a notamment pu, de ce fait, voler sur P-51, mais également sur Bombardier. Et rapidement, après la guerre, il y a eu pas mal de compétitions, notamment avec Jacqueline Auriol, la française, avec des compétitions de distance, mais également de vitesse. Et à 57 ans, en 1964, elle a mis tout le monde d'accord en atteignant 2095 km/h à bord d'un F-104. Donc le terrain dont il va être question, que notre équipage de KC-130J va essayer de viser, eh bien, il a été baptisé du nom de cette héroïne, si on peut dire, de l'aviation américaine. Grosse particularité de ce terrain quand même, c'est qu'il est situé en dessous du niveau de la mer. Et oui, c'est des zones où il y a une dépression et vous avez donc moins 35 mètres pour ce terrain, ce qui n'est pas banal, attention quand vous réglez votre altimètre. Alors en ce 29 septembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien notre avion, numéro de matricule 166 765, qui a 15 ans, qui a 8816 heures de vol, il décolle de Miramar avec son équipage, un commandant de bord, en place droite, un copilote, en place gauche, qui est plus gradé et a plus d'expérience que le commandant de bord. Pourquoi? Bien, en place droite, le chef d'aéronef, avec 1000 heures de vol à peu près, c'est Michael Wolf, il est capitaine. En place gauche, c'est le Major Jones, qui a 2000 heures de vol, qui est instructeur, mais qui n'a pas volé depuis 55 jours, parce que son fils est né il y a 19 jours, et c'est son vol de reprise. Et pour pouvoir être
commandant d'aéronef, il faut qu'il soit current, comme on dit, qu'il soit à jour. Et pour ce faire, aujourd'hui, c'est son vol de reprise. Et il va donc être en place gauche, devoir piloter un petit peu l'avion, mais il n'est pas responsable officiellement de l'aéronef. Il n'a pas le droit à cause de l'arrêt de vol qu'il a subi. Vous avez également un mécanicien avec eux dans le cockpit. Et derrière, c'est un vol d'instruction, il y a pas mal de monde. En tout, ils sont 8 dans l'aéronef et il y a des loadmasters, des chefs de soute à l'arrière. Et il y a donc le minimum, mais également des instructeurs et des personnes d'instruction. Donc en tout, nous avons 8 âmes à bord, comme on dit, ce jour-là. Et le vol commence gentiment et on entend le check-in. Je vous mets tous les échanges radio après derrière en fin de vidéo. Ils rentrent sur la fréquence, ils vont monter à 17 000 pieds, ils vont rentrer dans une zone de travail dans laquelle ils vont faire des hippodromes et ils vont avoir la visite de différents avions de chasse. Ils s'attendent à voir des F-35 et des F-18 et finir par des F-35, Bolt 9-4 et 9-3. Mais ce jour-là, les F-18 ne vont pas venir, donc ils ont quelques F-35 qui viennent. Et derrière, nos F-35 qui vont le percuter. Pour rester dans la zone, il faut régulièrement faire des virages, des hippodromes. Donc à partir de là, on a des procédures qui font que les départs en virage, qui se font généralement par la gauche, n'ont pas à être annoncés par l'avion ravitailleur. Dans certains cas, ça l'est. Par exemple, des fois, vous volez en France, on vous annonce entrée de virage, sortie de virage. Dans d'autres cas, ça n'est pas au combat. Généralement, on n'annonce pas. Donc, on sait faire. Normalement, le pilote ravitaillé derrière doit regarder doit regarder ce qui se passe. Donc, comment est-ce que ça se passe? On a les deux F-35 qui rejoignent. Initialement, ils font un contact radio. Ils annoncent qu'ils ont le contact radar sur le KC-130. Donc, ils ont Raider 50 en radar contact. Ils sont à 20 nautiques. Ils vont se rapprocher en étant 1000 pieds en dessous, en étant étagés. Comme ça, il y a 300 mètres verticales qui permettent, eh bien, s'il y a quoi que ce soit, de ne pas percuter l'avion. En se rapprochant, ils ont l'autorisation de venir plus proche, ils viennent se mettre à gauche, et là, il y a un problème. Normalement, il y a 2 pods de ravitaillement sous Raider 50, mais celui de droite ne fonctionne pas et ils n'arrivent pas à le faire fonctionner. Donc il n'y a qu'un seul pod de ravitaillement qui va être à gauche. Or, nous avons 2 avions à ravitailler. Nos 2 avions, ils ont un bingo fuel à respecter pour le retour à la base. Ça veut donc dire qu'en dessous d'un certain niveau de pétrole, eh bien, il faut qu'il quitte le tanker et qu'il rentre vers la base la plus proche ou qu'il se pose sur une base un petit peu d'urgence, si je puis dire. Aujourd'hui, le bingo fuel, il est à 3500 livres de pétrole restant. En arrivant sur le tanker, les existants pétrole ne sont pas les mêmes. Bolt 94 à 4600 livres, Bolt 93 à 3900 livres. Donc Bolt 93, c'est l'élève qui fait le cursus, Bolt 94, c'est l'instructeur. C'est pas très clair par rapport à ce que j'ai vu, qui est vraiment le leader. Dans tous les cas, 94, c'est l'instructeur, 93, c'est l'élève, mais chacun est bien commandant de bord de son aéronef. À partir de là, comme le fuel minimum c'est 3005, la décision est prise de faire ravitailler en premier Bolt 93, celui qui a moins de pétrole. Il vient donc, il enquille, il commence à transfert de carburant. Jusque-là, pas de souci. Sauf qu'il y a un moment, et assez rapidement, Bolt 94, qui est en attente, consomme du pétrole et va annoncer 3.9. Il lui reste maintenant 3900 livres. Pendant ce temps-là, 93 a repris du pétrole. Et donc maintenant, il va laisser sa place, même s'il n'a pas fini son plein, à 94 pour que ce dernier puisse rester en permanence au-dessus du fuel minimum. Et l'idée, c'est qu'après, une fois que 94 a fini son plein, 93 revienne faire son complément de plein et il puisse poursuivre la mission. Jusque-là, vraiment rien d'anormal. Donc vous avez 93 qui désenquille, comme on dit, sort du tuyau souple et vient se mettre en position juste à droite, comme s'il allait ravitailler à droite, mais il est juste à côté de l'avion à droite, et il attend. 94 vient et il veut enquiller, mais l'avion, le tanker, part en virage. Donc il attend un tout petit peu. On n'a pas le droit d'enquiller pendant une mise en virage ou une sortie de virage. Il attend que le C-130 soit en virage à 20 degrés d'inclinaison. Tout est stable. Il enquille. Début de transfert. Pas de souci. Or, au bout de 21 secondes, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint, la lumière verte, qui veut dire qu'il y a un bon transfert de carburant, et qui va donc dire qu'il va falloir rentrer le panier et ressortir le panier. On va perdre un peu de temps. À ce moment-là, eh bien, ça augmente un peu la charge de travail, et 94 demande à 93 combien de fuel il te faut pour rentrer à la base. Pourquoi est-ce qu'il lui demande ça? Parce qu'il a envie à ce moment-là de se dire tiens, je vais faire le calcul à mon équipier, je vais faire le calcul, demander à l'autre aéronef de faire le calcul pour qu'on sache quel pétrole là, il nous faut pour rentrer à la base prévue, pour rentrer à Yuma. À ce moment-là, 93 qui est dans l'aile, à droite, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit lui-même,
il met heads down, il baisse la tête alors qu'il est en patrouille à côté d'un C-130 où il y a 8 personnes. Il baisse la tête. Pourquoi il baisse la tête? Parce qu'il a sur sa jambe droite des petites informations avec tous ses petits calculs et son travail d'anticipation. Mais là, on voit bien qu'il va passer 13 secondes tête en bas à essayer de trouver l'information, essayer de faire ses calculs sans piloter son avion par rapport au leader qui est à ce moment-là le C-130. Et qu'est-ce qui se passe? Le C-130 sort de virage, remet les ailes à plat, et le F-35, alors qu'il a 17 degrés d'inclinaison, poursuit sur sa trajectoire, se rapproche dangereusement du C-130. À l'intérieur du C-130, vous avez les Loadmaster à l'arrière qui disent « 93 coming in fast », il y a 93 qui se rapproche très vite, et après qui commence à courir de l'autre côté de la soute en disant « Oh shit, oh shit, oh shit ». À ce moment-là, 93 percute les deux moteurs à droite, détruit son aéronef qui initialement est hors de contrôle. Son leader lui dit push over, push over, push over. En gros, il lui dit vas-y, pousse sur le manche, c'est de récupérer de la vitesse, c'est de récupérer de l'énergie pour récupérer de la contrôlabilité. Il n'y arrive pas et derrière, son leader lui dit de s'éjecter. Le pilote de 93 va s'éjecter et va réussir à se poser en toute sécurité sous parachute. Son avion sera détruit. Pendant ce temps-là, eh bien, le C-130 a été percuté, a été endommagé sur toute la partie droite, a perdu 2 moteurs et se retrouve maintenant dans une situation assez catastrophique avec du pétrole qui fuite partout et qui s'enflamme. 94 des Antilles va rester pour faire on-scene commander, va gérer sa partie de son côté. Le C-130, à partir de ce moment-là, va survivre parce qu'ils vont appliquer les règles de base de l'aviation, à savoir 1. Aviate, 2. Navigate, 3. Communicate. Et d'ailleurs, ils ne vont pas communiquer de suite vers l'extérieur. Ils vont d'abord gérer leur avion, s'assurer que sa vitesse est bonne, s'assurer qu'ils arrivent à le maintenir en vol, ensuite se demander où ils peuvent aller et ensuite communiquer de manière très calme, très professionnelle vers l'extérieur afin d'essayer d'avoir un maximum d'aide et prévenir les secours. American 237, Roger. How far away? About 5 miles, you said? LA Center, Raider 50 declaring emergency mid-air collision with Bolt 93. We have 2 engines out. We're leaking fuel and might be on fire. And an emergency descent at this time. Raider 50. And Raider 50, I believe you were stepped on there. Where you said you're going down now? We're declaring an emergency. We still have partial control of the aircraft. 2 engines out. We're aiming towards. And Raider 50, you said you're heading towards El Centro Airport or Imperial? Raider 50 LS? Raider 50 LS? I believe they said they had him mid-air and 2 engines south. Consider not to clog the frequency 979 Charlie Fox. We got a plume of black smoke on the ground in that MOA that, happened about the time he called for the emergency. So there's at least 1 aircraft down, it looks like. Okay, thank you. Dans le cockpit, le choc a beaucoup surpris, à tel point que tous les casques des pilotes sont tombés par terre, hein, c'est des headsets, des petits casques comme vous avez en avion léger, ils sont tombés par terre et les iPads qui étaient accrochés sont tombés également. Donc initialement, le chef de bord, il essaye de parler à son équipe, mais personne ne lui répond, il ne s'est pas rendu compte qu'il a perdu son casque, il faut qu'il récupère le casque, il remet le casque, et là il essaye un petit peu de voir quelles problématiques ils ont, et d'y aller progressivement, panne après panne, erreur après erreur. Et là ils ont beaucoup de chance, pourquoi? Parce qu'ils ont un équipage, les 2 pilotes, ils ont récemment lu le compte-rendu d'enquête d'un accident qui a eu lieu pour un avion de la garde nationale de Porto Rico qui a été perdu à cause d'un souci de VMCA. La VMCA, c'est quoi? C'est la vitesse minimum de contrôle en l'air. Vous perdez les 2 moteurs d'un côté, il vous reste les 2 moteurs de l'autre. Le risque, c'est quoi? C'est si votre vitesse décélère, à un moment, à cause de cette traction, vous créez un couple et vous n'arrivez plus à contrôler l'avion. Donc vous devez en permanence rester au-dessus de cette vitesse. Et si pour des raisons, vous vous retrouvez en dessous de cette vitesse, il ne faut pas continuer à accélérer, il faut réduire le moteur pour récupérer de la contrôlabilité. C'est ce qu'on appelle la vitesse minimum de contrôle dans l'air. C'est très important sur ces avions multimoteurs. En 2018, le crash à Porto Rico, l'équipage n'avait pas bien appliqué ce principe-là et suite à une perte des 2 moteurs d'un côté, ils avaient fini en situation incontrôlable et s'était écrasé.
Ce compte-rendu était frais dans la tête des pilotes parce que 2018, là on est en 2020, il venait de sortir et donc les pilotes avaient beaucoup réfléchi à ce problème de VMCA. Après avoir piloté un peu l'avion, avoir réglé les moteurs, avoir décidé de ne pas alléger l'avion en faisant du largage de pétrole, pourquoi? Parce qu'à cause de l'incendie, ça pourrait être pire que tout, mais également avoir réagi à la décompression en mettant le masque pour respirer et à l'arrière en récupérant des bouteilles pour que l'équipage puisse respirer, il est décidé de commencer à se rapprocher du terrain de Thermal Airport Jacqueline Cochrane. Alors que tout se passe bien et qu'ils sont en train de se rapprocher, eh bien maintenant il va falloir configurer l'avion. Donc à 5000 pieds, vous avez la configuration suivante, le train est rentré, les volets sont rentrés, vous avez le moteur le plus à gauche qui est à 70% pour éviter de mettre trop de lacets, trop de couples, et vous avez le moteur 2, l'intérieur gauche, qui lui est à 100%. Décision est prise de sortir le train, même si celui-ci est endommagé, de passer les volets 50, l'avion reste contrôlable, parfaitement aligné avec le terrain. Au moment de passer les volets sur 100%, là par contre les commandes deviennent molles, la traînée résiduelle devient trop forte, l'avion décélère et l'avion commence à partir en virage vers la droite à cause de la traction, à cause de la poussée, je dis souvent poussée parce que je fais du réacteur, mais à cause de la force qui provient des hélices, des moteurs qui sont à gauche. À partir de là, en se basant sur le retour d'expérience du crash de 2018 et sur leur entraînement, les pilotes vont faire la bonne chose. Mais la question que j'ai pour vous, c'est à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Mettez-le moi dans les commentaires, je vous laisse quelques secondes. Et si vous n'avez vraiment aucune idée, je vous propose un petit QCM. En A, vous mettez 100% sur les deux moteurs, du pied à fond vers la gauche, et vous tirez sur le manche. En B, vous réduisez la puissance sur le moteur 1 et 2, vous poussez un petit peu sur le manche et vous faites une ressource. En C, vous réduisez la puissance sur le moteur 1, le plus à gauche, vous mettez la pleine puissance sur le moteur 2 et vous rendez un petit peu la main pour accélérer et après vous faites votre ressource. Et en D, c'est la réponse D. Je pense que vous l'aurez compris, ce qu'ils vont faire, c'est réduire à fond le moteur 1, garder la puissance sur le moteur 2, rendre la main, récupérer de l'énergie, ne pas forcer l'avion à tout prix vers la piste, accepter ce désaxage initial, et le temps de récupérer l'avion, ils estiment qu'ils sont trop bas pour aller faire la piste, ils vont donc décider de se poser dans un champ. Et coup de chance, il y a des champs de choux-fleurs où ils ont récemment mis beaucoup d'eau, et donc ils vont donc décider d'aller se poser sur ce champ-là. Ils ont pu récupérer de la vitesse, récupérer de la manœuvrabilité, et qu'est-ce qu'ils font pour augmenter cette vitesse, regagner un petit peu en bilan énergétique? Ils vont repasser les volets en 50, une fois qu'ils ont assez de vitesse. Si vous passez en volet 50 trop tôt, alors que vous étiez en volet 100, vous risquez peut-être de décrocher, de vous enfoncer. Donc, il faut d'abord accélérer, et ils vont également prendre la décision de rentrer le train d'atterrissage pour limiter la traînée, mais également pour favoriser de poser sur le ventre dans le champ. Donc on se retrouve avec de la puissance maintenant sur le moteur gauche, ils ont pu récupérer de la puissance, maintenant qu'ils ont plus de vitesse, ils sont au-dessus de la VMCA, de la puissance sur le moteur, donc sur le moteur 1, sur le moteur 2, le train rentré, volet 50, et ils vont se poser dans un champ sur lequel ils vont glisser pendant environ une centaine de mètres avant que l'avion s'arrête et qu'ils puissent tous sortir. Alors c'était pas si facile que ça parce que certaines portes sont déformées et tout, ils arrivent tous à sortir de l'avion en toute sécurité, et là maintenant ils regardent leur avion, et ils attendent, et qui arrive en premier? Deux fermiers qui vont leur demander cette question très candide, est-ce que vous avez fait exprès de faire ça? À quoi le pilote va répondre non, absolument pas. Rapidement derrière, un hélicoptère du shérif va arriver, ensuite les pompiers et même après des Marines de Miramar. La bande sonore va faire le tour du web. Et il faut savoir qu'alors qu'ils sont dans le van en retour vers Miramar, le jour même, LA Center, qui n'est pas situé à Los Angeles, mais à Palmdale, pas très loin de la base d'Edwards d'ailleurs, qui gère plus de 2,3 millions de vols par an sur 4 États, eh bien, ils vont pouvoir écouter tout ça tranquillement, commencer à débriefer dans le van. Donc ça a fait un énorme buzz à l'époque, cette collision, déjà parce qu'un F-35 a été perdu, et ensuite parce que peu de personnes auraient misé sur la survie de cet équipage. Deux, trois petits points. Quand vous allez entendre de la bande son, vous entendez qu'on parle de 17 000 pieds, de 16 à 18. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, en dessous de 18 000 pieds, on est en QNH, tout simplement. C'est légèrement différent de la France. Donc ça, c'est à savoir. On passe en niveau de vol en France assez rapidement. Aux États-Unis, non, vous allez rester au QNH jusqu'à une altitude assez haute. L'autre point, c'est que la collision a eu lieu à peu près 230 nœuds.
ce qui est très lent pour des chasseurs. Donc aller ravitailler sur un KC-130 ou un Transal à l'époque, ou un A400M, quoique la 400M ça va quand même plus vite, n'est pas la même chose que d'aller ravitailler sur un KC-135, ou d'ailleurs vous allez ravitailler beaucoup plus haut. Le C130, lui, vous allez ravitailler plutôt voilà, aux alentours des 18 000 pieds. Avec un C135, vous allez pouvoir ravitailler à 25 000 pieds sans souci. L'air y est souvent plus calme, ce qui rend le ravitaillement plus facile. Et également, vous êtes souvent plus en dehors des nuages. Avec un KC130, des fois, vous allez être obligé de ravitailler dans la crasse, dans la mauvaise météo. À noter également, on va entendre au niveau des calls radio, eh bien qu'il y a d'autres aéronefs qui ont signalé qu'ils ont vu des sortes de feux d'artifice ou ce qui ressemble à une collision en vol. Vous avez American 237, American 237 qui fait des calls, et également November 97-96, lui qui annonce avoir vu de la fumée, avoir vu un avion écrasé au sol. Au niveau de la grosse leçon que l'on peut retenir, ou plutôt des deux grosses leçons que l'on peut retenir de cet accident, la première est pour le pilote du F-35. Vous retrouvez à mettre la tête dans la cabine alors que vous êtes très proche d'autres aéronefs est absolument criminel et très dangereux et montre une tunnelisation mentale. Vous vous dites, zut, on m'a demandé une question, vous essayez de trouver la réponse, mais vous perdez de vue la conscience de la situation, le fait que vous êtes juste à côté d'un autre avion et que la réussite de la mission passe par la survie de tout le monde et il ne faut pas lui rentrer dedans. Votre priorité, même si on vous a demandé quelque chose d'autre, eh bien c'est de maintenir cet anti-abordage. Ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on fait pour limiter cette tunnelisation? Normalement, en se préparant mentalement, en faisant de la préactivation mentale sur what's next, quelle est l'étape d'après. Et dans un cas comme ça, le pilote, avec plus d'expérience, aurait sûrement pu anticiper que l'information utile à ce moment-là, c'est tiens, combien de pétrole il nous faut pour rentrer à la base et pour que tout se passe bien. Et donc, si de lui-même, il y avait pensé avant que 94 ne lui pose la question, il aurait jeté 2-3 petits coups d'œil, il aurait commencé à réfléchir, et au moment où l'instructeur lui posait la question, il aurait eu la réponse, ou il aurait eu la réponse en un laps de temps très court, ce qui lui aurait évité de tunneliser, évité d'avoir une augmentation peut-être de la tension, genre oula, il me pose une question, je suis en examen, il faut vite que je réponde. Et donc le secret dans l'aviation, c'est de ne jamais être surpris. Comment est-ce qu'on n'est jamais surpris? Grâce à énormément de discipline sur quelle est l'étape d'après. Comment est-ce que je peux me préparer, me préactiver mentalement sur l'étape d'après et accepter que dans un avion de chasse, si vous faites rien pendant plus de 5 secondes, c'est que vous faites une bêtise. Donc quand vous êtes en train d'attendre avec votre collègue qui ravitaille, ce que vous devez faire, c'est réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'on fait si ça ne ravitaille pas? Qu'est-ce qu'on fait si là il y a un souci? Qu'est-ce qu'on fait si là il y a quelque chose qui se casse pendant le ravitaillement? Où est-ce qu'on va? Quel pétrole on fait? Et en permanence, même si vous ne dites rien, faire fonctionner votre cerveau sur ce qu'on appelle, au-delà du cockpit, les what if. Comme ça qu'on l'appelle dans l'aviation de manière générale. Et j'explique tout ça dans le livre, on vous met les liens juste en dessous. L'autre point, à part cette préactivation mentale, ces auto-briefings, c'est Aviate, Navigate, Communicate. Et encore une fois, dans le bouquin, c'est les 3 gros chapitres. Aviate, Navigate, Communicate. Là, on voit que ça fonctionne parce que l'équipage du C-130 a bien respecté les bases, a commencé par piloter l'avion, à ensuite se poser la question où est-ce que je vais, et derrière à communiquer, communiquant ainsi de manière très propre, très professionnelle. Et n'oubliez pas que dans votre vie de tous les jours, bien votre crédibilité est directement liée à votre manière de communiquer. Si vous êtes stressé, cela va être contagieux. Si vous êtes en contrôle, vous allez pouvoir leader, transmettre de l'information, paraître beaucoup plus professionnel. C'est la base, mais là c'est parfaitement démontré par l'équipage de Raider 50. Le point qui a été très difficile pour eux, c'est que ils aviatent, ils navigate, ils communiquent, ils partent sur un plan, mais il y a un moment en configurant l'avion, il faut revenir une deuxième fois aux bases. En passant les volets 100%, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à aviater, et à ce moment-là, ils ont cette capacité, encore une fois, de prise de recul, de s'appuyer sur la création de valeur qu'ils ont fait pendant toutes ces années, à se renseigner sur les autres accidents, et se dire, oula, j'arrive dans tel cas, et savoir comment réagir, réduire la puissance sur le moteur 1, récupérer, rendre la main, capitaliser sur la perte d'altitude, récupérer l'avion, aviater, ne pas forcer vers la piste à tout prix, et ensuite, une fois que l'avion est sous contrôle et récupéré, se dire, bon bah maintenant qu'on a aviaté, où est-ce qu'on navigate? Ce n'est plus possible d'aller sur la piste, on part sur un nouveau plan, un petit peu comme dans le film Apollo 13. À partir de maintenant, nous allons improviser une nouvelle mission. C'est exactement ça, et repartir sur cette nouvelle boucle. Donc le Aviate, Navigate, Communicate, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais, et quand vous êtes surpris, on revient aux bases. Si on est re-surpris 5 minutes après, on revient aux bases, et c'est le Aviate. Si l'Aviate s'effondre, l'avion s'écrase. J'espère que ce petit compte-rendu vous aura plu.
Encore une fois, félicitations à l'équipage. Là, vous les voyez pendant la remise des Distinguished Flying Cross. Ce n'est pas rien, c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire à bord de leur Super Hercule en ce 29 septembre 2020. Ça prouve bien qu'avec de la méthode, avec du sang-froid, avec du calme, eh bien ça peut fonctionner. Et pour ce qui est du pilote de F-35, je ne sais pas s'il a pu reprendre les vols ou pas. Je vous dirai sur un post sur Instagram si j'arrive à trouver l'information ou si vous l'avez, n'hésitez pas à me la partager, je n'ai pas réussi à la trouver. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Peut-être à bientôt en entreprise pour une formation, une conférence, une formation Calliope ou en stage en entreprise. On fait également des stages à Osgore où vous pouvez vous inscrire et passer en Calliope. C'est début mai. N'hésitez pas à venir sur notre site web nous contacter. Ou alors, je vous rappelle qu'on a Au-delà du cockpit, Au-delà de l'Ukraine ou des briefs disponibles en vente directe dédicacée sur le site web ou directement sur Amazon. Ça arrive encore plus vite. Allez, fly safe!